Bonjour, Monsieur Marc Moukaba. Bonjour, Madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien, très bien. Merci d'être là. Je vous en prie. Nous sommes venus dans le cadre d'un symposium organisé par la CIA. C'est pourquoi voilà, nous sommes là au Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. J'espère que vous vous sentez bien. Vous avez goûté le ndolé? Oui, oui, c'est un pays africain comme tous les autres. Et sinon, ça va, ça va. J'ai apprécié. D'accord. J'espère que vous avez bien digéré les mets camerounais. J'ai effectivement essayé quelques mets camerounais et ça goûte effectivement. Alors, revenons dans un cadre un peu plus sérieux et professionnel. Vous êtes déjà le directeur juridique de l'Agence des zones économiques spéciales pour le compte de la République démocratique du Congo. Bienvenue encore au Cameroun. Alors, nous clôturons même ce symposium pour l'harmonisation réussie des cadres d'élaboration et d'opérationnalisation des zones économiques spéciales de nouvelle génération en Afrique. Et quand on parle des S, c'est pas un concept nouveau. On voudrait bien que vous partagiez avec nous déjà l'expérience des S en République démocratique du Congo. Merci pour la question. Le projet des S en République démocratique du Congo a commencé depuis 2010. 2010 jusqu'à ce que la loi a été prise en 2014. Et voilà, c'est là que le processus des S a commencé. C'était dans le cadre de la RDC, un challenge pour réindustrialiser le pays, créer les emplois et diversifier les économies. C'est vrai que comme tous les pays, le début a été un peu difficile, mais aujourd'hui je peux dire que nous avançons parce que nous avons déjà quelques zones qui sont opérationnelles. C'est le cas par exemple de la zone de Maluku, qui est une zone qui est appuyée par l'État congolais. Nous avons la zone de Kin-Malebo, où il y a un partenariat entre ERAIS et l'État congolais. Nous avons la zone économique spéciale de Kiswichi. Là, c'est un projet 100% privé. Et la zone économique spéciale de Moussienene, dans le nord Kivu, qui est effectivement une zone 100% privée. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de mettre en place encore deux autres zones à vocation agroalimentaire. Voilà, je crois que si ces projets aboutissent, nous aurons quand même quelques zones dont nous pouvons parler et puis qui peuvent inspirer d'autres pays qui cherchent à mettre en place des zones économiques spéciales. Je dirais que tout n'est pas parfait, mais au moins il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement congolais avec tous les moyens, toutes les facilités que l'État congolais nous donne à travers notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Industrie. Il y a aussi la volonté de la direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales pour réussir justement ces défis, parce que nous savons que nous avons beaucoup de ressources naturelles et la meilleure façon de pouvoir justement fructifier ces ressources naturelles pour que ça profite et aux Congolais et aux autres États africains, nous trouvons que le meilleur moyen, c'est la mise en place des zones économiques spéciales. Et c'est pourquoi nous avons toujours sollicité que l'État congolais ne nous abandonne pas, qu'il nous accompagne. Aujourd'hui, on entre dans une autre étape, précisément nouvelle génération. On quitte des zones économiques spéciales aux zones économiques spéciales de nouvelle génération. Nouvelle génération ici qui prend en compte le facteur d'inclusivité, de durabilité, d'éthique sociale. Alors, au regard de tout ce qui a été dit durant ces 3 jours au symposium, comment la République démocratique du Congo peut ajuster, peut améliorer les choses pour véritablement prendre en compte tous ces paramètres-là? Oui, effectivement, le symposium a été très enrichissant. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des zones économiques de nouvelle génération, mais ce qui est très enrichissant et très important à ce stade, c'est qu'on commence vraiment à donner cette fois-ci un contenu très clair au concept des zones économiques spéciales de nouvelle génération, comme vous l'avez si bien dit, qui repose sur quelques piliers dont justement l'inclusivité, la durabilité, l'éthique et même l'endogénéité, selon même la volonté du PNUD de l'endogénéité. En d'autres termes, il faudrait que dans la mise en place des S, que les populations locales se retrouvent et les S doivent fonctionner sous le contrôle de la société civile. Cela est tellement très important, effectivement, parce que dans des pays comme le nôtre,
où il y a beaucoup d'entreprises qui viennent parce qu'ils sont attirés par les ressources naturelles. Les contrôles exercés par la société civile est d'autant plus important parce que cela permet d'éviter justement certains dérapages. Cela permet de contrôler que les ressources naturelles sont vraiment utilisées à bon escient. Et l'aspect inclusivité est très important pour nous parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une ZES vient s'installer dans un espace donné et on importe toute la main-d'œuvre. Alors que même ceux qui sont dans les terroirs sur lesquels la ZES est créée ont aussi intérêt à participer et à bénéficier justement des activités, du dynamisme qui crée cette présence des zones. Donc, nous trouvons que cet aspect-là d'inclusivité, de durabilité, c'est-à-dire de tenir compte justement des aspects environnementaux et d'éthique sociale, mais pourquoi pas l'endogénéité, ce sont 4 piliers très importants que nous avons réellement pris en compte. Je crois qu'au retour, on verra avec la haute direction de l'Agence des zones économiques spéciales comment rectifier les tirs pour qu'effectivement, celles de nos populations qui n'ont pas encore bénéficié des effets des zones économiques spéciales puissent vraiment en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que la RDC, au sorti de ce symposium, peut formuler comme recommandation à l'endroit de la CEA et tous les partenaires, étant donné que vous venez ici en tant que participant, en tant que personne avertie? Il serait intéressant aussi de recueillir les avis des uns et des autres, des différentes parties prenantes, afin de sortir avec une directive qui permettra, régionale, qui permettra véritablement d'accélérer ce processus d'opérationnalisation. Le grand challenge pour les États africains, c'est le financement. Pas le financement général, mais j'appuie surtout sur le financement de l'énergie. Parce que sans énergie, on ne peut pas parler d'une zone économique spéciale. Comment l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C peuvent venir évoluer, s'installer dans une zone économique spéciale, alors que l'énergie n'est pas à la hauteur des ambitions de leur projet. Donc je crois que ces institutions-là doivent vraiment réfléchir comment combler ces gaps électriques qui se posent dans les pays africains et notamment dans la mise en place des projets des ZES. Je crois que c'est vraiment très important. Deuxième recommandation, je crois que c'est le renforcement des capacités. Et c'est aussi un élément très important parce que, comme l'a dit tout à l'heure la CIAC, ce sont ces entreprises qui viennent. Il faudrait que les autorités de régulation que ces entreprises y trouvent aient la capacité nécessaire, les éléments nécessaires, être à la hauteur justement pour contrôler ces investisseurs qui viennent dans les ZES. Autrement, on aura des investisseurs qui vont évoluer à volo comme des électrons libres parce que les autorités de régulation n'ont pas les ressources nécessaires pour les contrôler. Je crois qu'à mon humble avis, à ce stade, ce sont 2 recommandations très importantes. Bien sûr, il y en a d'autres sur la gestion du foncier, les aspects sécuritaires, mais je crois que le point de départ, c'est d'abord l'énergie et le renforcement des capacités. 2 recommandations très importantes qui, une fois mises en œuvre, peuvent déjà amorcer le départ justement de ces zones économiques spéciales de nouvelle génération. Merci beaucoup. Et je vous en prie, madame.